Merci, René. Donc voilà, ça va être une présentation relativement brève, au plus une vingtaine de minutes, comme ça on aura le temps d'entendre Gabriel et Erwan qui ont des choses vraiment intéressantes à nous présenter aussi. Euh, alors, oui, l'enregistrement est débuté. Voilà. Alors, donc cette présentation-ci, elle s'articule autour de paradigmes, je dirais, de plus en plus dominants, qui prend de plus en plus de place dans l'espace médiatique, qui est celui de la surveillance de masse. Euh, voilà, donc dans un espace où nous avons des environnements qui sont de plus en plus connectés, l'Internet des objets prend de plus en plus de place dans l'économie d'aujourd'hui. On s'attendrait à des sociétés qui seraient de plus en plus surveillées, un phénomène qui est annoncé quand même depuis plusieurs décennies avec la génération de philosophes français comme Michel Foucault, Gilles Deleuze et la comparse. Est-ce que c'est réellement le cas aujourd'hui? Donc, Dominique Cardon, sociologue qui étudie beaucoup les questions de sociabilité du numérique, écrivait en 2010 « La prophétie deleuzienne du passage d'une société disciplinaire à une société de contrôle prend ici, sur Facebook, tout son sens, puisque de manière décentralisée, chacun ne cesse de se surveiller les uns et les autres. » Mais en fait, dans le médium algorithmique en particulier, ce ne serait pas tant la surveillance des pairs des uns par rapport aux autres qui serait si on veut, le phénomène grave, mais ce serait plutôt l'automatisation progressive de cette surveillance systémique et institutionnalisée. Dans son ouvrage L'âge du capitalisme de surveillance, Jana Zuboff nous dit que c'est l'expérience humaine qui est désormais subjuguée à ce nouveau type de capitalisme et dont l'objet de ce capitalisme-là est finalement le comportement humain. L'enjeu serait carrément la captation de l'attention, comme on l'a vu avec Yves Siston que j'ai cité dans cette présentation, dans son ouvrage pour une écologie de l'attention. Et donc, ce serait vraiment dans un système de capitalisme de surveillance où l'enjeu réel, c'est de pouvoir modifier en temps réel les actions dans le monde. Donc, ce n'est pas tant la surveillance comme telle, mais ce sont plutôt les effets d'après-coup de cette surveillance systémique qui sont de pouvoir rediriger les comportements humains et non pas simplement de les surveiller ou de les capter. Et dans ces marchés de ce nouveau capitalisme-là, on assiste à un nouvel objectif, et cet objectif-là, c'est le contrôle de la certitude par la connaissance des comportements humains à une échelle massive, donc permise par le big data, la captation massive des données personnelles et comportementales. C'est une utopie de la certitude qui est mise en jeu. Et moi, ce qui m'inquiète personnellement dans ce paradigme-là, et on verra que c'est peut-être pas autant lieu de s'inquiéter qu'il en a l'air, mais ce qui m'inquiète le plus, donc, ce sont des animaux humains qui sont en jeu. Et donc, ce qui serait en danger, ce serait carrément le libre arbitre philosophique. Si mes actions futures ne sont plus déterminées par moi-même, si je ne suis plus le décideur autonome de mes propres actions, c'est carrément le libre arbitre philosophique qui serait en danger. Bon, et ce que Zuboff nous dit dans son ouvrage, c'est que c'est l'engourdissement des populations qui serait en cause. Avec toutes ces plateformes gratuites qui nous offrent des interfaces dépourvues de friction, qui sont faciles à utiliser, qui sont intuitives, qui nous empêchent de réfléchir, comme nous présentait Marcello la semaine dernière. Donc, c'est l'anéantissement de cette volonté de vouloir nous-mêmes prendre en charge nos actions. C'est le will to will, la volonté, la volition de notre volonté qui serait mise en cause par ces médiums qui, finalement, annihilent toute friction dans les environnements numériques. Et donc, il y a beaucoup de questions aujourd'hui dans la sphère informationnelle de la question des fake news. Nous l'avons beaucoup abordé dans ce séminaire, mais l'angle que je voudrais prendre ici, c'est plutôt du côté des arts et plus spécifiquement du côté de la liberté artistique, la liberté de création. Parce que oui, il y a les fausses nouvelles, il y a toutes ces vidéos virales qui nous permettent, qui nous font croire plus ou moins à des fausses vérités. Mais la question que je trouve plus inquiétante, c'est celle de la liberté artistique, la liberté de création. Donc, avec les nouvelles dynamiques de ce médium algorithmique, il y a également des nouvelles contraintes qui émergent, esthétiques, des questions de découvrabilité également. Lorsqu'on navigue sur des plateformes comme YouTube, Spotify ou Netflix, bien sûr, nos choix sont, si on veut, guidés par les algorithmes de recommandation qui créent des bulles de filtre. Bon, ce sont des évidences, là, vous êtes sans doute déjà au courant de tous ces mécanismes-là. On en parle à un très haut niveau.
Mais pour les artistes, justement, dont la découvrabilité et éventuellement la viabilité et leur visibilité est redevable aux algorithmes de recommandation. La numérisation également de la plupart des productions artistiques, donc en particulier la musique, mais également la littérature, les cinémas, la télévision. Cette numérisation-là fait en sorte que les artistes doivent de plus en plus se conformer à des formats, à des protocoles. Yves Citon a un passage très éloquent à ce sujet. Il nous dit « La numérisation de notre attention soumet celle-ci à des effets de programmation inhérents aux vecteurs qui lui permettent de circuler plus rapidement, plus largement, plus intensément que jamais. » Le passage par ces vecteurs impose de façon rigidement mécanique et non plus seulement de façon simplement culturelle, la soumission à certains protocoles qui en sont la condition d'accès. Donc, le passage que j'ai souligné est bien important, la soumission à certains protocoles et finalement, la sélection d'un certain taux d'échantillonnage, c'est particulièrement vrai dans la musique qu'on exporte sous format MP3. Donc, ce taux d'échantillonnage, généralement conditionné par des calculs économiques, orienté par un profit marchand, donc on fait des calculs, induit mécaniquement l'effacement de certaines nuances considérées comme négligeables. Et la question est, bien, pour qui est-ce que ces nuances-là seraient négligeables? Au nom de quoi? Au nom de quelle pertinence? Au nom de quelle sensibilité, etc. Et ce phénomène m'apparaît présent non pas simplement dans la musique comme c'est le cas dans cet exemple, mais également dans la littérature où le format de, par exemple, Instagram ou Facebook est foncièrement, à mon avis, inapproprié pour livrer ou consommer une littérature. Donc, le format textuel, par exemple, il est unique, il est uniforme, aucun traitement typographique n'est permis, d'insérer des italiques, par exemple, on ne peut pas faire de mise en page, on est captif d'un environnement qui sollicite constamment notre attention. Donc, finalement, le médium dicte ses propres règles et potentiellement efface certaines nuances au nom de certains dictats purement économiques ou fonctionnels issus, par exemple, des ingénieurs. Et donc, cet effacement à la nuance, cette tendance à l'effacement de la nuance nous ferait-elle tendre vers une uniformisation de la culture, ce que Dominique Cardon appelle peut-être une balkanisation. Cardon écrivait que le web favoriserait un rapprochement entre semblables et donc ferait converger des opinions uniformes au final. Donc, lorsqu'on est emprisonné dans des bulles de filtre avec des environnements dynamiques qui s'adaptent à nos propres points de vue, à nos propres préférences, il s'ensuit une radicalisation, une polarisation des points de vue dont je ne traiterai pas ici, mais il m'apparaît que ce sont des évidences aujourd'hui. Et donc, l'environnement culturel aujourd'hui, eh bien, il est tributaire de certaines formes programmatiques. Donc, on parle de culture Netflix, de culture Spotify, de bulles de filtre informationnel et ultimement d'un écosystème de la plateforme qui est donc privatisé sous forme de silos. Et en ce sens, j'aimerais quand même apporter l'idée que le numérique, contrairement peut-être à ce que certains, à l'idée que certains en auraient prôné, selon laquelle le numérique permettrait une émancipation, par exemple, des artistes, une émancipation matérielle, puisque tout un chacun peut devenir soudainement un auteur, un blogueur, un vidéaste viral réputé partout à travers le monde. Mais voilà. Oups. Oui, je m'excuse, Catherine, je parle un peu vite, donc c'est parce qu'on s'est donné une petite balise de 20 minutes. Je vais essayer de ralentir un peu le débit, mais voilà, c'est le danger de vouloir rentrer trop de contenu en si peu de temps. Donc, le numérique serait une forme de violence matérielle faite aux artistes. Donc, oui, il y a toujours eu des contraintes matérielles. Et ce que je voudrais apporter, c'est le fait que le numérique n'a pas forcément apporté une démocratisation, ou le web n'aurait pas apporté la démocratisation qu'on aurait annoncée dans les dernières décennies, et en particulier pour les créateurs donc de littérature, de musique, etc. Et je voudrais quand même parler peut-être un peu de la contre-position de la thèse très, très forte quand même de Sojana Zuboff dans son capitalisme de surveillance. Certains ont parlé d'une critique hype, c'est-à-dire que les théories plutôt alarmistes comme celle de Deleuze ou d'autres auraient très bonne presse, mais effectivement, elles seraient peut-être plus ou moins avérées dans le monde réel. Il n'empêche pas moins qu'il y a quand même des formes assez bien documentées de recherche qui nous montrent que même si ces effets de contrôle ou ces effets de persuasion, de nudging qui influenceraient nos comportements seraient relativement avérés, quand même statistiquement, ce n'est pas total, mais il y a quand même
voilà, donc lieu peut-être de s'inquiéter, mais à tout le moins, sans transparence. Donc, par exemple, du côté de Facebook, avec le scandale de Cambridge Analytica, c'est l'un des rares scandales auxquels nous avons eu accès à des informations, mais il n'en demeure pas moins que sans transparence, le débat n'est peut-être même pas possible puisque nous n'avons pas accès au fonctionnement interne de ces plateformes, de ces plateformes dont l'environnement, le fonctionnement interne finalement demeure privé et caché aux yeux de tous. Bon. Je terminerai la présentation avec une courte étude de cas, donc une expérimentation que j'avais faite dans un cours avec Jean-Marc Larue. Donc, c'est une expérimentation qui n'est pas si intéressante du point de vue strictement littéraire, qui n'est pas si intéressante du point de vue strictement de la technique, mais c'est le mariage entre les deux qui, je pense, apporte quand même quelque chose de singulier. Donc, c'est une pièce de théâtre qui est écrite avec un logiciel qui est fait pour créer d'autres logiciels, donc je n'entrerai pas dans les détails. Mais, donc, le fonctionnement, en fait, c'est que chacune des personnes possède une clé cryptographique et qui lui permet de signer chacun de ces messages. Donc, l'authenticité de chacun des messages sera vérifiée par une signature cryptographique. Donc, si vous vouliez, vous pourriez aller vérifier chacun des dialogues est vérifié si la signature du dialogue correspond bel et bien à la signature cryptographique de la clé du personnage. Bon. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans les détails de qu'est-ce qu'une clé publique, clé privée, mais au final, c'est un mécanisme d'encryption extrêmement simple, extrêmement efficace, qui est utilisé aujourd'hui dans la cryptographie moderne. Donc, vous voyez un exemple ici, le personnage Constantin qui a une réplique accompagnée de l'abrégé de sa signature cryptographique. Et cette signature-là, avec son empreinte ici, nous indique finalement que ce message a bel et bien été écrit par Constantin lui-même. Bon, personnage de mon cru, bien sûr, c'est moi l'autorité qui ai distribué les clés, mais vous comprenez le principe. Et la pièce, finalement, est écrite pour finalement échapper, si on veut, à des dispositifs de surveillance. Et la chute de la pièce survient lorsque la chaîne cryptographique est brisée. Et donc, lorsque l'authenticité des messages ou de la communication ne peut plus être vérifiée. Donc, à ce moment-là, la communication serait compromise. Il n'est plus possible de vérifier si c'est bien Berthold ou un intermédiaire qui serait emparé de la conversation. Donc, voilà, la pièce s'achève. Donc, une ouverture que je voudrais proposer peut-être pour les artistes, ce serait de se réapproprier les langages, les protocoles pour créer autrement, se sortir des silos des plateformes et éventuellement se sortir peut-être des régimes de surveillance institutionnelle qui peut être exercé par des gouvernements qui voudraient exercer une censure sur les artistes ou d'autres, des journalistes, peu importe. Repenser les mécanismes de confiance. Donc, des dispositifs comme celui-ci s'apparentent à la blockchain, la chaîne de blocs. Donc, vous avez peut-être entendu parler dans les dernières années. Plusieurs crypto-monnaies reposent précisément sur les mécanismes de la blockchain. La blockchain, finalement, permet à des individus de faire des transactions, des échanges de pair à pair directement. Donc, c'est un tout nouveau système là, pour élaborer des échanges en toute confiance et sans passer par un tiers parti ou une tierce autorité. Donc, ça nous permettrait peut-être de repenser les mécanismes de confiance. Je n'ai plus besoin d'avoir confiance à Apple ou à Spotify pour distribuer mon contenu ou pour vendre mes albums. Donc, je pourrais utiliser d'autres mécanismes de confiance. Et je pense que la surveillance de masse deviendra, et peut-être avec l'avancée encore plus proéminente des dispositifs de surveillance, deviendra peut-être un paradigme de plus en plus dominant. Et en tout cas, tout le moins, ce sera important de se poser la question, en particulier pour les artistes du domaine des arts en général. Donc, moi, c'est ce qui m'interpelle le plus en ce moment. Donc, pour conclure, je pense que c'est important de s'interroger sur qui contrôle l'attention, à qui décidons-nous de consacrer notre attention. Est-ce que c'est aux grandes plateformes? Est-ce que c'est aux algorithmes qui ne cessent si on veut, de générer davantage d'engagement, engagement, donc par l'appât du clic, par des algorithmes de recommandation qui nous enferment dans des silos? Faut-il se réapproprier des programmes? On peut parler de programmes appareillables, l'expression que j'emprunte à Denis Mazur, enseignant-chercheur en design. Donc voilà, des programmes appareillables que nous pouvons contrôler nous-mêmes plutôt qu'eux nous contrôleraient nous. Et enfin, je voudrais poser la question, quels seraient les avenirs pour les arts en régime numérique? Je pense qu'il y a beaucoup de dynamiques
qui nous échappent, et en particulier avec la pandémie qui a bénéficié aux grands joueurs de l'écosystème numérique et dont les artistes ont été finalement les grands perdants, parmi les plus grands perdants. Donc voilà, il me semble que ce sont des questions extrêmement urgentes à se poser aujourd'hui et donc qui passeront notamment par le développement de la littératie numérique. Donc voilà, c'était pour ma présentation et je pense qu'on peut passer peut-être une courte période de questions avant d'enchaîner avec nos deux autres intervenants.